qu'il y a à peu près une heure que j'ai su quel serait le sujet de ce soir. Pour X raisons, c'est un autre sujet qui avait été préparé. Et donc, au dernier moment, la Providence a voulu qu'on me tienne au courant que, heureusement pour moi d'ailleurs, que c'était un autre sujet qui avait été annoncé. Un sujet que je souhaitais ne plus faire, car c'est un sujet qui est tellement répété, connu, rabâché. On en parle tellement, c'est devenu le sujet à la une. Tout Rav qui veut, on pourrait dire, commencer à se faire connaître, prend toujours ce sujet. C'est le sujet qui lance les rabbanim aujourd'hui. Quel est le sujet? Shalom Bayit, évidemment. Et donc, c'est un sujet que j'ai moi-même tellement traité que j'espère toujours ne plus en parler, en disant, en laissant la place aux autres et en se tournant vers d'autres sujets, car il y a tellement à dire, tellement à explorer dans notre Torah qui est infinie. Mais malgré tout, puisque ça a été demandé, alors une fois de plus, on va essayer de parler de ce sujet. Toute la difficulté est de trouver un point peut-être essentiel qui n'a pas déjà été dit. Parce que, qu'est-ce qui n'a pas déjà été dit sur le problème du Shalom Bayit? Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Le problème du travail sur soi, le problème de s'accommoder à, le problème de savoir que l'homme et la femme sont différents, que tous les contraires sont faits pour s'associer, finir par s'entendre. Toutes ces notions-là, on les connaît. Et on peut se poser la question, comment, puisque nos maîtres disent « En bet midrash bli chidush », il est absolument impossible d'imaginer que tout a été dit sur un sujet de Torah. La Torah se renouvelle constamment. En bet midrash bli chidush, il ne peut y avoir d'études de Torah sans renouvellement, sans nouveauté. On peut se poser la question effectivement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire qui n'a pas déjà été dit? Et d'une manière extraordinaire, il semblerait que le rabbi lui-même a répondu à cette question. À la différence de pratiquement tous les maîtres de toutes les époques jusqu'à aujourd'hui qui abordent le problème du Shalom Bayit sous l'angle connu, psychologique, du travail sur soi, le travail des midot, l'élévation pour accepter l'autre, toutes ces notions qui sont fort connues, voilà que le rabbi, d'une manière tout à fait révolutionnaire, et ça colle tellement à sa manière de voir le pourquoi de la création du monde, l'histoire du peuple juif, et en particulier notre génération, le tafkid, le devoir de notre génération. Voilà que le rabbi explique que le Shalom Bayit s'inscrit dans la perspective de la délivrance du Ham Israël. Le rabbi explique. La conférence de ce soir est dédiée à la mémoire de Madame Nejma, fille de Maïra et Nissim Lévi, la mère du docteur Lévi qui nous a quitté quelques jours. Donc tout ce qui va être dit ce soir. Pour Elou Nishmata. Vous savez que pendant des années, des Juifs du monde entier se sont adressés au rabbi dans différents domaines, pour la parnassa, pour la refoua, pour toutes sortes de choses, et évidemment, dans le problème du Shalom Bayit. Des milliers de personnes se sont adressées à lui avec des problèmes de Shalom Bayit. Et le Mechaneh Meshutaf, le dénominateur commun pratiquement à toutes les réponses, bien que bien sûr il y a des réponses qui sont sur le cas particulier, mais la réponse fondamentale du rabbi est de dire que la délivrance du peuple juif dépend de notre capacité à instaurer le shalom entre nous, entre l'homme et la femme. Voilà une manière complètement nouvelle de voir. Vouloir le Shalom Bayit, c'est participer à la délivrance du peuple juif. Et pourquoi?
Le rabbi donne deux raisons à cela. D'abord parce que la maison juive est le microcosme et le modèle du Beth Amikdash. Et d'une certaine manière, le Beth Amikdash sera reconstruit avec les pierres individuelles particulières de chaque maison juive. Chaque maison juive qui arrive à se construire est une pierre de cet édifice, de ce Beth Amikdash. Automatiquement, chaque foyer juif détruit ou chaque foyer juif qui n'arrive pas à se construire est une pierre qui va manquer à l'édifice du Beth Amikdash. Première raison donnée par le rabbi. Et deuxième raison extraordinaire, il dit la chose suivante. On sait que le deuxième temple a été détruit à cause de Sinat Chinam, à cause de la haine gratuite. Le premier temple, ce n'est pas notre exil, a été détruit pour d'autres raisons, qui sont l'idolâtrie, la débauche et le meurtre. Mais nous sommes les Juifs qui vivons, qui continuons à vivre l'exil dont la cause est Sinat Chinam, la haine gratuite. Et le rabbi explique automatiquement, pour reconstruire le Beth Amikdash, il faut qu'on arrive à réparer cette faute qui est la haine gratuite. Et comment peut-on la réparer? Il explique, à l'intérieur du couple. À l'intérieur du couple, chacun d'entre nous, chaque juif, a la possibilité de réparer la faute de Sinat Chinam. Et lorsque, à l'intérieur de notre couple, on est capable de réparer cette faute, automatiquement, on répare la raison qui fait qu'on est en exil aujourd'hui. Et donc, avant d'aller un petit peu plus loin, plus profondément, je veux continuer à expliquer le cadre dans lequel les choses s'inscrivent. Il dit qu'à partir du moment où c'est à l'intérieur du couple qu'on peut réparer les causes de l'exil, encore une fois, en essayant de réparer le mal qui s'appelle Sinat Chinam, automatiquement, les forces contraires vont tout faire pour empêcher les couples de réussir. Et il dit que comme nous sommes maintenant très proches de la délivrance, plus encore, nous sommes la dernière génération de l'exil et la première génération de la délivrance. C'est pour ça que les forces contraires vont tout faire pour essayer d'empêcher que, sauf kol sauf, cette délivrance puisse arriver à son terme. Et comme le point fondamental, on pourrait dire l'atome, le laboratoire où se joue la délivrance du peuple juif et le couple juif, automatiquement, c'est là qu'on va rencontrer les plus grandes difficultés. C'est là que le Yetzer Hara, c'est là que les forces contraires vont tout faire pour empêcher la reconstruction. Voilà une approche tout à fait nouvelle que je résume avant d'aller plus loin. On a besoin de Shalom Bayit parce qu'on a besoin de sortir de l'exil, on a besoin de la délivrance, et donc chaque juif qui œuvre à réussir dans son couple est un véritable soldat de la délivrance. Et autre point nouveau, c'est que le rabbi met en relief que le problème fondamental du couple, c'est Sinat Chinam. Voilà le point nouveau que je veux étudier, approfondir avec vous ce soir. Comprendre ce qu'est Sinat Chinam. Je vais expliquer. La haine, je l'ai déjà dit d'ailleurs, la haine gratuite. Écoutez bien quand je traduis, je ne vais pas le faire à chaque fois. La haine gratuite. Nos maîtres disent que le deuxième temple a été détruit à cause de la haine gratuite. Que peut signifier la haine gratuite? Y a-t-il une haine gratuite? Alors on va essayer de comprendre très vite ce qu'est la haine gratuite. Nos maîtres dans le Talmud rapportent une histoire qui tente d'illustrer ce qu'est la haine gratuite. L'histoire connue entre Kamsa et Bar Kamsa. Il y avait à Yerushalayim deux juifs qui se détestaient, Kamsa et Bar Kamsa. Comme par hasard, ils se détestent, donc apparemment ils semblent très très loin l'un de l'autre, mais ils ont pratiquement le même nom.
comme pour nous montrer que finalement celui que tu haïs, celui que tu penses être loin de toi est si différent et peut-être beaucoup plus proche que tu le penses. Il a le même nom que toi. Et comme on sait que le nom explique ce qu'est le caractère, l'identité, la nature d'une personne, automatiquement, deux juifs qui portent pratiquement le même nom ont certainement un caractère très proche l'un de l'autre. Et pourtant, ils se haïssent. L'un des deux a fait une soirée, une bar mitzvah, un mariage, peu importe, et il a envoyé son serviteur pour inviter Kamsa. En vérité, j'ai sauté une explication. Il y avait dans la ville quelqu'un, donc à Yerushalayim, qui avait, comme ami Kamsa et comme ennemi Bar Kamsa. C'est pas que Kamsa et Bar Kamsa se détestaient, bien qu'en vérité on comprend de l'histoire que oui, mais c'est surtout un tiers qui était l'ami de Kamsa et qui détestait Bar Kamsa. Il a envoyé son serviteur inviter son ami Kamsa à sa soirée. Et le serviteur, comme les deux avaient un nom très proche, a invité Bar Kamsa. Et voilà que l'ami bien sûr aussi est venu, car sauf que sauf il a été invité. Mais l'ennemi se retrouve à la soirée. Et quand le propriétaire, quand le Baal HaSeouda, quand le maître de la soirée s'est rendu compte que son ennemi se trouvait à table, il l'a très 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 mal pris. Il s'est imaginé quoi? Que son ennemi était venu sans invitation pour le narguer. Et donc devant tout le monde, il est venu le trouver. L'autre, innocent, il a reçu une invitation. Et l'autre, au contraire, lorsqu'il a vu le propriétaire venir vers lui, il s'est élancé pour l'embrasser comme pour faire la paix. Je te remercie d'avoir profité de la bar mitzvah de ton fils pour passer l'éponge entre nous. Il n'a même pas eu le temps de lui dire merci que l'autre lui dit « Dégage, qu'est-ce que tu fais là ?» Qu'est-ce que ça veut dire « Dégage, qu'est-ce que je fais là ?» Il lui dit « Attends, je t'en prie, tu ne vas pas me mettre dehors devant tout le monde. Si tu veux, ça te dérange, je suis prêt à payer mon repas. » Il lui dit « Je ne veux rien du tout de toi, dégage, je ne veux pas te voir, tu me gâches ma soirée. » Bon, je suis prêt à payer le repas de tous ceux qui sont à cette table, c'est des tables de 10. Il lui dit, mais je ne veux pas te voir, chaque minute qui passe, tu me gâches ma soirée. Il lui dit, je suis prêt à te payer la moitié de la soirée, mais dégage, je ne veux pas te voir, je te paye toute la soirée, mais je ne veux pas te voir, ni toi ni ton argent, dégage. Et devant tout le monde, il le prend et il le met dehors. À ce moment-là, regarde, à ce moment-là, qu'est-ce que fait Bar Kamsa qui a été... S'il vous plaît, n'interrompez pas comme ça pour des choses vaines. Qu'est-ce que fait Bar Kamsa? À ce moment-là, il dit, je vais me venger, puisque il m'a mis dehors devant tout le monde et personne n'a bronché. Et il y avait, bien sûr, parmi les invités des rabbanim, des chachamim, personne n'a bronché, il s'est mis en tête que c'était un coup monté, qu'on l'avait invité que dans le but de lui faire honte en public, et il s'est dit, si les Juifs sont arrivés à un niveau où ils transgressent ce qui est considéré comme la plus grave des fautes, comme il est dit, si le Ham Israël est descendu à ce point bas, qu'il y a eu tout un montage pour m'amener à cette honte et à me jeter comme un vulgaire animal, comme un chien, et personne n'a bronché, ils sont tous complices. Si c'est comme ça, moi aussi je vais monter tout un plan pour inventer que les Bnei Israël préparent un complot contre Rome. Et il a monté tout un plan, il a été chez le procureur romain, et il est arrivé à convaincre le procureur romain que les Juifs préparaient une révolte, et le procureur romain les a crus, et finalement il a envoyé ses légions, et tout a commencé à s'envenimer, et je saute des détails, en tout cas c'est comme ça que le temple a été détruit.